Donc, en te remerciant encore une fois du temps que tu as bien voulu prendre et de ta disponibilité pour participer ce matin à cette première. Donc, c'est une grande première parce qu'on a le rapporteur général du budget du Sénat et je l'en remercie une nouvelle fois. Je te laisse quelques minutes la parole, Jean-François, avant qu'on bascule sur le support. Oui, merci Stéphane. Moi, d'abord, je veux évidemment saluer tous les maires et le président du conseil départemental, autant que le président de l'association des maires. Je vais peut-être juste me présenter en quelques minutes. Je veux également, pour ne pas l'oublier, féliciter et remercier Stéphane pour son initiative qui s'inscrit pleinement, je pense, en tous les cas, dans le travail nécessaire des parlementaires et notamment des sénateurs de porter la voix, comme je le dis moi dans mon territoire depuis 2011 où je suis élu, de porter la voix des territoires. Donc on est à la fois les porte-voix, mais bien au-delà, les porte-paroles, les relais. Et cette proposition d'avoir un temps d'échange, alors malheureusement à distance, avec les élus du Cantal, moi, m'a ravi. Dès que Stéphane me l'a proposé, j'ai dit oui. Je connais peu le Cantal, je n'y ai fait qu'une incursion il y a un peu plus d'un an dans le cadre d'une visite avec Jean-Marie Bockel où on était venu le temps d'une journée regarder de quelle manière dans les territoires ruraux, à dominante rurale, ce qui est le cas du Cantal, des initiatives intéressantes étaient conduites et menées. Voilà, donc, et pour faire le lien d'ailleurs, moi je suis élu à Nancy, j'ai commencé mon parcours comme conseiller départemental, puis je suis rentré à la ville et au Grand Nancy, qui était alors communauté urbaine, qui est devenue métropole en 2017. J'y suis toujours, mais j'étais dans la majorité que nous avons perdue aux élections dernières. Donc, je suis aujourd'hui dans la minorité. Et j'ai un peu la singularité, ça a dû m'aider pour accéder à la fonction. Donc, j'ai exercé aucun exécutif, aucune responsabilité exécutive. Par contre, je suis originaire, moi, d'une commune, pour le Cantal, je pense que ce sera une petite commune, puisque là où maman et mon frère aîné, qui est agriculteur, exercent toujours, il y a aujourd'hui 75 habitants, il y en avait 50. Donc, vous voyez que mon unité de valeur initiale est relativement modeste. En gros, pendant ce temps-là, j'ai présidé un SCOT, le département de Meurthe-et-Moselle, qui fait plus de 700 000 habitants, avait fait le choix en 2007 de n'avoir que 2 territoires de SCOT, un au sud, qui est, comme on est une forme d'oie, il y avait en gros plus de 500 000 habitants, et le SCOT Nord. Donc, ça apprend quand même la logique de la coopération territoriale. Voilà, et de ce côté-là, quand on est au Sénat, en général, et je pense dans les territoires urbains comme dans les territoires ruraux, je pense que sans coopération intelligente et complice, pour moi, pas de salut. Voilà, je vois que… Alors, merci Jean-François pour cette introduction et encore une fois pour ta disponibilité. Non, mais c'est un plaisir avec toi, Stéphane. Donc, on va essayer de faire durer le plaisir au moins toute cette matinée. Voilà. Et effectivement, Stéphane, comme tu l'as dit, l'idée n'est pas du tout, vous allez comprendre, d'être techno. L'idée, c'est plutôt effectivement de faire le point, finalement, pour partager les enjeux entre les échelles territoriales, puisque la France n'est jamais qu'une mosaïque de territoires, de départements, et que tout se tient. Alors, on a fait le choix de redire quelques mots en passant, puisqu'il y avait eu le temps de l'urgence, hein, c'est la crise sanitaire. Bon, je pense qu'aucun d'entre vous même n'a connu, je dirais, l'épisode qui peut-être s'apparenter à celui-ci, qui était juste après les années 20, au début des années 20, pardon, la peste, mais sinon… Moi qui en ai entendu parler par maman, qui m'en disait quelques mots il y a encore peu de temps, à l'échelle, en tous les cas contemporaine, c'est véritablement inédit. Alors, on va peut-être rentrer tout de suite dans le vif du sujet sur un élément qui est effectivement le plan de relance. Le plan de relance, en fait, il a été décidé, arrêté, et il s'entend finalement pour sortir de l'urgence et avoir un temps dans lequel on
doit faire des choix accélérés finalement dans la sortie de l'urgence. Alors le problème, c'est que comme la crise sanitaire dure, on voit bien que ce n'est pas toujours facile dans tous les secteurs d'activité d'enclencher ce fameux phénomène de relance. Nous, au Sénat, on avait surtout insisté sur, alors vous le voyez, ce sont des mots anglais, mais moi je vais les donner en français. En gros, c'est, comment dirais-je, prendre la bonne décision au bon moment. Deuxièmement, en ciblant bien les secteurs les plus touchés sur lesquels, parce qu'ils sont souvent créateurs de richesses, générateurs d'emplois, il faudra donner un coup d'accélérateur particulier. Et puis, puisque c'est de la relance, eh bien évidemment, ça doit être temporaire. Alors, c'est plutôt de l'ordre de 2 ans, hein, c'est ce qui est prévu, pour dire là, on met un coup d'accélérateur pour, juste après la crise sanitaire, pouvoir avoir un vrai effet rebond. Et mobiliser, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas être l'État français, enfin, même les entreprises, on ne peut pas aller tout secteur confondu, sinon il y a une dispersion et finalement une perte je dirais, de ciblage. Alors, c'est, comment dirais-je, en France, c'est la fameuse formule en fond de carte du quoi qu'il en coûte. On voit que ça a des conséquences, c'est-à-dire que dès que tel ou tel secteur ne trouve pas de réponse actuellement satisfaisante, en tous les cas vue comme ça par les acteurs économiques ou institutionnels, les élus, on a tendance à rappeler, je dirais, cette maxime, en tous les cas, au gouvernement. Ça a quand même également un lien, et on va le voir, avec une amplification de la dette, ce qui n'est pas, entre guillemets, sans conséquence, peut-être pas aujourd'hui, mais pour demain. Alors, on poursuit. Voilà. Peut-être rappeler, parce que ce n'est pas neutre, hein, les principaux éléments qui ont été arrêtés par le gouvernement et par l'État en 2020. C'est d'abord le Fonds de solidarité qui est quand même un outil assez exceptionnel. Alors, on appelle ça avec un traitement de masse, hein, évidemment, certes imparfait, mais quand même, je dirais, très puissant et qui touche assez indistinctement l'ensemble des acteurs économiques et au départ notamment, surtout les plus petits. L'activité partielle a également été je dirais, une très bonne idée. Elle était finalement la conséquence où on a reproduit ce que l'Allemagne avait su faire dans la première crise, souvenez-vous, qui était là une crise bancaire à la fin des années 2010, hein, 2009-2010, 2008-2009-2010, puisque là, l'Allemagne avait fortement utilisé ce dispositif. Pour le monde économique, bon, vous voyez les montants, le prêt garanti par l'État, et puis évidemment des exonérations de charges. Et vous voyez que la facture est très importante. Donc avec, je le disais, l'objectif de répondre à l'urgence, de maintenir l'effort aussi longtemps que nécessaire. Au départ, évidemment, chacun pensait que ça durait moins longtemps, mais c'est ainsi. Et donc, vous voyez le coût pour les finances publiques, c'est près de 300 milliards. En 2020. Alors, il va nous falloir préparer le rebond. C'est ça, c'est la relance. La relance, c'est les fameux 100 milliards, dont 40 doivent être finalisés par l'Europe. Le principe étant que normalement, on espère que tous les pays auront délibéré pour le printemps. Il y en a déjà un certain nombre. Nous l'avons fait, nous, au Sénat. Mais je crois que c'est important. En tous les cas, l'Europe joue, de mon point de vue, une carte essentielle, majeure, peut-être de se donner un nouveau dessin européen. Et je le dis d'autant plus que, historiquement, et vous le savez, l'Europe s'est créée avec 2 piliers forts, la politique agricole et la communauté européenne du charbon et de l'acier. Pour ce qui concerne le secteur industriel, l'histoire est plus complexe. Pour l'agriculture, je dirais qu'on est à la croisée des chemins, mais moi, j'invite, dans mon territoire comme ailleurs, à quand même unir nos efforts et nos volontés sur ce grand dessin européen,
sur lequel la France doit continuer de miser en corrigeant les insuffisances, mais parce qu'elle est, de mon point de vue, notre planche de salut. Alors, les grands objectifs derrière tout ça qui sont rappelés là, c'est aussi d'identifier dans ce plan de relance, là où, ce que je disais tout à l'heure, là où on doit mettre vraiment le paquet, parce que ce sont soit des secteurs d'avenir, soit des secteurs qui connaissent des difficultés, mais qui continuent effectivement d'avoir de vraies promesses de réussite en termes de production de richesse et de création d'emplois. Vous les retrouvez et ça n'est pas un hasard. On retombe également sur les sujets agriculture, alimentation. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on parle de souveraineté alimentaire et la France a une place particulière. On a une sécurité sanitaire assez exceptionnelle. On a la capacité de fournir des produits de qualité aujourd'hui avec une traçabilité exceptionnelle. Je pense que dans le débat entre les circuits courts, je vais être provocateur, mais entre les circuits courts et la nécessité de nourrir le monde, je pense qu'il ne faut pas faire d'opposition ni stérile, ni de mauvais débats. Je pense qu'il y a une place pour tout le monde et que nous devons pousser les feux dans tous les domaines pour que la France trouve sa place et meilleur on sera peut-être, plus on pourra peser dans le débat européen. Alors ensuite, bon, oui, là vous avez les éléments. Voilà, il y a quelques éléments budgétaires qui sont quand même intéressants à reprendre. Hein. Ils sont, vous le voyez, pour quand même rappeler, je dirais, l'engagement de l'État, en tous les cas dans des objectifs avec des crédits qui sont importants. Près de 16 milliards ont déjà été décaissés dès 2020 hein, dans les éléments importants. On a aussi, vous le voyez, ce qu'on met les PIA 4, c'est les programmes d'investissement d'avenir. Ça rejoint pour une part certaines des cibles que vous avez vues. Pour être, je dirais là, ce que je vais appeler objectivement critique, ces programmes d'investissement d'avenir sont inscrits finalement dans le programme du gouvernement depuis 2017, mais avaient été peu abondés, pour ne pas dire laissés un peu de côté. Donc, c'est une occasion de les remettre sur le haut de la pile et surtout pour les plus importants. Vous l'avez vu autour de l'hydrogène, où des sommes importantes ont été annoncées, de l'ordre de 7 milliards sur l'ensemble du plan, avec 2 milliards qui pourraient être mobilisés assez rapidement. Moi, je crois que c'est un vrai sujet. Il faut juste qu'on fasse attention à bien ordonnancer les choses. Il y a également le volet, vous le voyez, parce que pour une bonne protection, évidemment, il faut également la sécurité sociale, hein, parce que c'est notre bouclier, et puis les autres administrations, dont autour de 5 milliards pour les collectivités, mais je pense qu'on va y revenir assez vite après dans le débat. Voilà, une autre manière, je dirais, de présenter ce plan, c'est de dire il y a la transition écologique qui doit mobiliser au global 30 milliards. Les enjeux de compétitivité, c'est un peu plus de 30 milliards, 34, et tous les enjeux de cohésion, là, c'est près de 40 milliards, 36 milliards. Mais ces éléments-là, maintenant, je pense que vous les avez en grande partie en tête. Ce qui peut être intéressant, Stéphane, c'est que tu en donnes la déclinaison, toi, comme tu l'as préparé là, pour ton territoire, plus particulièrement celui du Cantal. Oui, merci Jean-François. Effectivement, une petite déclinaison pour le Cantal. Pour ce qui concerne les collectivités territoriales, je ne reviens pas là sur les enjeux concernant les entreprises hein, qu'on a largement abordé hier avec la venue du ministre des Comptes publics, ministre des Comptes publics Olivier Dussopt. On y reviendra si vous voulez tout à l'heure. Vous le savez, donc la DETR qui est en cours de programmation, on a la commission des élus le 28 mars, c'est pratique un peu plus de 11 400 000 euros, donc avec une augmentation de 350 000 euros par rapport à la DETR 2020, qui est notamment liée à un amendement qui est passé au Sénat et que le gouvernement a bien voulu garder
sans rentrer trop dans la technique, c'est de façon à retirer la population des villes-centres, des EPCI, pour que nous ayons progressivement davantage d'enveloppes DETR sur ce qui correspond vraiment à la ruralité. Et donc, il y a un plafond d'augmentation qui est de 3% par an. Et donc, c'est ainsi que le Cantal a une enveloppe de 350 000 € supplémentaires pour 2021. Et on peut espérer qu'il en sera encore de même sur l'année suivante. Ensuite, il y a également la décile, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure dans la discussion, la décile classique, je dirais, qui est de l'ordre de 3 millions d'euros pour le Cantal, même si on est sur des enveloppes régionales. Et donc, on essaye aussi de se battre pour qu'il n'y ait pas une logique de ratio au nombre d'habitants, mais plutôt en fonction de la réalité des projets et donc de faire valoir des projets importants, des besoins importants du Cantal, afin que le préfet de région donne une enveloppe plus conséquente au Cantal. Donc ça, c'est encore en discussion, mais on peut penser qu'on sera autour de 3 millions d'euros. Il y a par ailleurs donc la spécificité cette année d'une décile relance et d'une décile transition énergétique. Donc là, j'ai mis un montant approximatif avec un point d'interrogation. On est en pleine discussion entre départements et régions pour arrêter ces enveloppes. Aujourd'hui, la décile relance l'enveloppe régionale, donc c'est une enveloppe nationale d'1 milliard, et l'enveloppe régionale est de 120 millions d'euros. Le Cantal, aujourd'hui, on nous laisse présager quelque chose qui serait inférieur à 3 millions, de l'ordre de 2,6. On devrait avoir dans la semaine qui vient des précisions sur cette enveloppe, mais là aussi, on fera jouer, je pense que chacun en sera d'accord, l'objectif de faire valoir les besoins et les attentes du territoire et les dossiers du territoire pour essayer d'avoir des enveloppes qui ne soient pas proportionnelles forcément à la population. De même, sur la décile transition énergétique, l'enveloppe nationale, elle est de 950 millions d'euros. 650 millions pour les communes et les intercos, 300 millions pour les départements. Et donc, on va avoir deux enveloppes, une spécifique pour le département et une pour communes et intercos sur la transition énergétique. Là aussi, on nous préannonce une enveloppe de l'ordre de 2,6 millions, mais même logique également, et on devrait être fixé assez rapidement, je pense, dans la semaine, d'après les derniers échanges que j'ai eus avec le préfet encore hier au soir sur cette question-là. On rappelle également qu'il y a 26 communes qui ont été retenues avec une logique intercommunale au titre du programme Petites Villes de demain, donc sur lequel aujourd'hui il y a une élaboration de projet qui est en cours et qui permettra demain de lever des financements. On y reviendra plus longuement dans la discussion, les CRTE, les contrats de relance, alors que nous, on continue parfois encore à appeler de ruralité. Le R peut jouer les deux rôles, relance ou ruralité, et de transition écologique, qui doivent être contractualisés d'ici le mois de juin. Donc, sur notre territoire, soit à l'échelle des EPCI, soit à l'échelle des SCOT, pour ce qui concerne les territoires du bassin d'Aurillac et du Nord-Ouest Cantal. Avec, là aussi, mais on y reviendra tout à l'heure dans la discussion, très clairement, cette feuille de route qui va être arrêtée pour le mandat, en fait, pour les 6 ans qui viennent, doit identifier dans ce projet de territoire à la fois les projets des intercos et les projets des communes. Il faut surtout bien veiller à ce que les dossiers des communes, maîtrise d'ouvrage communale, soient bien identifiés pour bénéficier des CRTE qui ne sont pas réservés aux seuls intercos. Le CPER, il y a déjà une enveloppe donc, qui a été contractualisée de 2 milliards entre la région et l'État au titre du plan de relance. Et donc là, la discussion est ouverte pour le prochain CPER, donc le contrat de plan État-région pour les 6 ans qui viennent. Là aussi, discussions qui sont en cours, avec d'un côté un volet infrastructure et puis ensuite tout le volet classique du CPER, avec une enveloppe pour l'Auvergne-Rhône-Alpes qui devrait être de l'ordre de 8 milliards d'euros au total. Et donc, là également, je crois que des initiatives vont être prises à la fois par la région et par l'État, en relation étroite avec le département, pour faire remonter les dossiers du Cantal. Et enfin, je voulais juste rappeler que dans le cadre du PLF 2021 a été prorogé le zonage
des ZRR, des zones de revitalisation rurale, jusqu'à fin 2022. Donc, c'est une satisfaction, ça donne un peu de lisibilité, mais ça nous oblige surtout à réfléchir dès maintenant à l'évolution et au futur de ce zonage. Vous savez qu'on a encore un département un petit peu mité, avec quelques communes qui ne sont pas classées ZRR, d'une part, et d'autre part, pour repenser sans doute un tout petit peu les conditions aussi favorables, fiscales, qui pourraient demain être dans un nouveau zonage. Voilà. Donc, c'était un rappel pour faire la transition vers la dette, mais les sujets plus spécifiques aux collectivités et au Cantal, bien évidemment, je ne doute pas qu'on y revienne tout à l'heure dans les questions. Du coup, je te repasse la main, Jean-François, sur le volet de la dette publique que j'ai juste voulu proposer, à la fois parce que c'est dans l'actualité, avec sans doute des incompréhensions de la part de nos concitoyens entre ce qu'affirment les pouvoirs publics et ce qu'ils affirmaient il y a quelques années, et aujourd'hui une crainte qui n'apparaît pas, une certaine confiance des créanciers, alors que le citoyen lambda, et dont nous faisons tous partie, peut être un peu surpris par cette explosion de la dette et ne comprend pas bien peut-être la manière dont cette question doit être abordée. Et moi, je rajoutais la dette publique, vrai révélateur. Je pense que c'est un bon baromètre en fait de ce qu'est une politique publique et ça révèle pas seulement, ça dit pas seulement ce qu'est de notre endettement, mais plus globalement de nos politiques publiques. Voilà, je te repasse la main, Jean-François. Merci, merci Stéphane. Alors, vous avez vu que c'était un vrai révélateur sans E après le I, mais ça, c'est un point de détail. Ah, oui, peut-être ce qu'on a appelé alors, la question de la dette, c'est un peu comme à l'époque la question de l'inflation. À une certaine époque, en tous les cas, on voit qu'aujourd'hui, tout le monde en parle. Et on va y venir très rapidement avec un débat, on l'annule pas, elle n'existe pas. Je pense qu'il faut déjà observer les choses, soyons pragmatiques, réalistes et objectifs. Le premier paradoxe qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, en fait, avec des taux qui sont bas, on voit que le coût de la dette a été divisé par 2 en 10 ans. Vous allez le voir, on va le voir mieux avec je dirais la diapo suivante, alors que le stock a été multiplié par 2. Donc ça, c'est un vrai sujet de préoccupation parce que dans ceux qui pensent globalement, disent bon, finalement, c'est pas si grave que ça. Bah si, on avait en fait en 2008, avant la première crise des subprimes, la dette c'était 60% du PIB. Je rappelle que c'est les critères européens dits de Maastricht, maxi 60% du PIB, et on est aujourd'hui à un peu plus de 120%. Voilà. Alors ça correspond aussi à une évolution, comment dirais-je, de la Banque centrale européenne, qui, alors on appelle ça en anglais le quantitative easing, mais c'est-à-dire c'est ce qu'on appellerait en français un assouplissement quantitatif. En fait, un tout petit peu, c'est à peine technique. Ça veut dire quoi? C'est finalement quand la Banque centrale rachète de la dette publique ou d'autres actifs pour injecter de l'argent dans l'économie et stimuler la croissance. Voilà. C'est assez simple. C'est le rôle que la Banque centrale européenne là s'est donné aux côtés et avec les banques centrales nationales. Alors après, il faut être comment dirais-je, il faut bien doser parce que dès que ça repart, il faut faire attention à ne pas créer de bulles spéculatives ou d'inflation. Voilà. Et donc, vous voyez bien, peut-être juste un mot, parce que voilà, regardez, à un moment donné, la France et l'Allemagne, jusqu'au début des années 2011-12, étaient sur la même courbe. Et après, vous voyez de quelle manière les choses se sont dégradées. L'Allemagne a repris, je dirais, son avantage, je dirais presque un peu historique, en tous les cas dans l'image collective, et la France a décroché. Vous voyez où on en est au niveau, et c'est important, au niveau des écarts. Alors, en fait, voilà, en fait, c'est ce que je disais à l'instant, ça veut dire que finalement, on est aujourd'hui en France
avec un handicap redevenu important, j'espère non structurel, mais entre la compétitivité avec les grands pays européens, l'Allemagne nous ayant aujourd'hui, nous ayant ravis et assez nettement, je dirais, le leadership. Alors, je pense que les principaux éléments, voilà, on vous les a redonnés là. Le niveau de la dette, je vous l'ai donné. Les milliards, ça parle plus ou moins. Je pense que voilà, ce qui est important, c'est de rappeler, dans cette dette publique, la part de l'État, elle se passe finalement de commentaires. C'est à la fois le rôle de l'État, mais c'est pour aussi montrer que dans cette crise de la dette, moi je l'appelle comme ça, l'État, c'est là où on doit, nous, avoir un rôle le plus important possible pour amener l'État, je dirais, à se soigner. Faute de quoi, vous voyez que les collectivités locales, alors évidemment, en plus, l'État, c'est évidemment beaucoup plus dans le fonctionnement. Il y a les dettes de sécurité sociale, c'est sûr qu'en ayant ouvert les vannes comme on l'a fait, et c'est normal pour la crise sanitaire, il y a un déficit, je dirais, ça, chacun de nous le comprend. Mais vous voyez que le déficit, finalement, de la dette portée par les collectivités locales, d'abord, est une dette d'investissement et elle pèse peu. Et pour être un peu plus complet encore, vous savez d'ailleurs que dans les dépenses de fonctionnement, les chiffres l'ont montré, les collectivités territoriales se sont très bien tenues en 2020. Alors évidemment, il y a des raisons objectives. La crise sanitaire, on part au plus pressé, on est moins à regarder, notamment pour certaines dépenses de fonctionnement, si on va embaucher ou pas. Voilà, donc il y aura peut-être un effet report, mais c'est quand même pour le redire, dans le débat qui est celui souvent qui est entendu, porté dans les territoires comme au Parlement et notamment au Sénat, l'incompréhension ou la critique que les collectivités font à l'endroit de l'État pour finalement son manque de rigueur, là où les collectivités doivent cibler leurs choix et notamment privilégier l'investissement. Je rappelle, mais vous le savez, que plus de 70% de l'investissement public en France est porté par les seules collectivités locales. Alors, voilà, j'avais expliqué tout à l'heure la baisse des taux. On vous donne juste 2 chiffres, mais vous voyez, globalement, ce qui est important de retenir, c'est la tendance. Et en fait, dans cette tendance, on voit sur les dernières années, en tous les cas depuis 2015, on voit en fait que la moyenne des taux, alors, il y a soit les obligations à terme, soit les bons du Trésor. BTF, c'est le bon du Trésor français. Vous voyez qu'en fait, l'argent est très, très bon marché, puisqu'en moyenne, on est autour de marché pour ces actifs derrière de plus 0,2%, avec même du négatif pour les bons du Trésor. Donc, comment dirais-je, l'argent pas cher a permis effectivement, a été un peu une bouée de sauvetage dans ces moments difficiles. Et quand on regarde d'ailleurs l'évolution de la charge de la dette, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette évolution baisse. La préoccupation néanmoins, c'est l'augmentation du stock, ce qui veut dire, moi j'ai tendance à dire, quand on se réveillera un moment, et on va vous donner 2 ou 3 chiffres pour voir que, attention, cette évolution, elle va arriver à un moment, à un virage, ça va être en 2023. C'est ce qu'on vous dit là, puisque en fait, la maturité moyenne de la dette, c'est un peu plus de 8 ans, c'est 8 ans et demi, c'est-à-dire le moment où ça peut s'infléchir. Vous l'avez vu, depuis 2015, nous avons des taux qui sont très bas, ce qui veut dire en fait que 2015 plus 8, 2023, en 2023, on pourrait avoir, en cas de, je dirais, de retournement sur les taux, alors aujourd'hui, ils sont plutôt à zéro, et si ça remonte un peu, vous voyez que, eh bien, je dirais, les bénéfices des taux bas se termineront en 2023. Et à ce moment-là, on peut avoir des effets très préoccupants. C'est ce qu'on vous montre à travers, je dirais, le choc d'une simulation sur une augmentation
de taux de base de 100 points, on voit tout de suite ce que ça peut donner à l'échelle de la France sur la charge de la dette. Je pense que, je ne dis pas que ça se passe dans le commentaire, mais vous voyez bien que vous n'auriez pas envie pour vos collectivités d'avoir, je dirais, de tels diagrammes en perspective. En tous les cas, ça appellerait aussitôt un certain nombre de mesures. Aujourd'hui, quelques éléments. Alors, il y a la dette publique, il y a la dette privée. Et un des inconvénients, effectivement, de l'argent pas cher en ce moment, c'est que pour les entreprises également, l'endettement a progressé fortement en France. Vous le voyez, hein, de toute façon, c'est vrai pour les collectivités, mais pour les entreprises, elle a encore la difficulté les difficultés auxquelles la France va être confrontée, c'est que comme on aura un endettement privé des entreprises plus élevé que dans des pays voisins pour les acteurs économiques, eh bien, au moment de la relance, on risque d'avoir des difficultés de compétitivité qu'on a déjà. Donc, voilà, il faut aussi avoir conscience que les difficultés, on ne pourra pas les mettre de côté, il faut regarder les choses en face. Qui détient la dette? C'est aussi important, vous le voyez, on a quand même en France, alors la Banque de France, mais on a aussi des investisseurs étrangers et des banques centrales étrangères. Donc, ce n'est pas comme la dette japonaise qui est détenue uniquement par les Japonais, parce que dans les 10 heures de bonne aventure, vous avez ceux qui disent non, mais on les fasse, de toute façon, regardez le Japon, ça ne les gêne pas. Ben oui, mais le Japon, leur dette, elle est uniquement tenue par les Japonais. Donc, finalement, ils font des choix, mais ils sont maîtres de la situation et de leur destin davantage, puisqu'ils ne sont pas avec, je dirais, des banques centrales étrangères qui, aujourd'hui, sont là. Alors, il y a le fameux sujet de la dette Covid, c'est-à-dire dire, ben voilà, la dette a beaucoup gonflé, c'est lié au Covid. Alors, elle n'existe pas globalement. Nous, on a tendance à dire que globalement, on va attendre. Il y a la commission Arthuis qui a été désignée par le gouvernement pour faire des propositions. Pour tout vous dire, on a eu avec le président de la commission des finances un échange au tout début des travaux parce que la commission voulait avoir un peu nos avis. Nous, on leur a dit, écoutez, travaillez, vous reviendrez nous voir et on débattra volontiers avec vous à la fin de vos travaux. Sinon, il n'y a pas de justification à l'existence de votre commission. Moi, je pense qu'il faut faire attention à d'être séparée ou pas. Si on la met à côté, on a l'impression que c'est uniquement l'IA, etc. Mais derrière le Covid, il y a bien de la mobilisation de toute façon d'argent public. J'ai tendance à dire, jusqu'à il y a 1 an et demi, on ne trouvait plus 2 millions ici ou là pour terminer un chantier. Et là, on est en dessous d'1 milliard. Votre dossier n'existe pas. Hein. C'est un peu des pluies de milliards, sauf qu'il va falloir revenir assez vite à la réalité. Donc, c'est important. Et vous voyez, même, comment dirais-je, le ministre Le Maire, même s'il est optimiste, a commencé à donner des chiffres. Ce n'est pas rien, ni pour la sécurité sociale, ni pour l'État. Est-ce qu'il faut la confiner ou pas? Écoutez, moi, à titre personnel, pour l'instant, je pense que c'est assez difficile. Il faut plutôt regarder globalement ce niveau d'endettement de notre pays qui est préoccupant et il va falloir, mais je vais y venir, regarder finalement ce qu'on va pouvoir tirer comme première conclusion. Alors, est-ce qu'on peut annuler la dette? C'est ce que je disais. Bon, il faut d'abord se dire une chose, hein, c'est que ce n'est pas la France qui décide toute seule. Vous l'avez compris, on a parlé de la Banque centrale européenne, on a parlé du fait qu'il y avait un assouplissement quantitatif des règles, mais c'est un peu comme toujours, quand on signe un contrat, et en l'occurrence au sein de l'Union européenne, eh bien non, les traités interdisent d'annuler la dette. Et d'ailleurs, comme par hasard, c'est ce qu'on met là, c'est souvent ceux qui sont pris dans les doigts dans le pot de confiture qui ont tendance à dire que non, pas du tout, tout va bien, on oublie, etc. Moi, je pense qu'il faut faire attention. Et puis, on va se dire une deuxième vérité, c'est que les intérêts que
la Banque de France touche, je dirais, par le dispositif de sa prise de participation, donc sur les crédits qui sont offerts, dans les prêts garantis par l'État, etc., bah, ça va au budget de l'État, donc ça abonde. Et si on s'en souvient, on avait dit la même chose à l'époque, quand c'était Nicolas Sarkozy, en disant, ben, finalement, l'État, il trouve aussi son compte. C'est pas faux, donc il ne faut pas se tirer une balle dans le pied ou même dans la dette. Je pense que, comment dirais-je, donc on s'aperçoit que ce serait d'ailleurs dire que ça pourrait s'annuler en dehors du fait que ce serait ne pas respecter sa parole, voire un mensonge. C'est même inutile pour les raisons que je viens d'évoquer, mais c'est peut-être aussi dangereux et, comme je le disais, pas honnête, parce que derrière, on n'est pas à l'abri à ce moment-là de tensions, de retour d'inflation, de risques de tensions sur les monnaies, enfin notamment sur l'euro. Donc, c'est en fait pas utile et ça risquerait de relancer le débat de la hausse de la pression fiscale. Et donc, de notre point de vue, en tous les cas, nous, ce que l'on pense, ça fait longtemps, mais on le redit, le débat qui est devant nous, ça va être, parce que si on veut éviter l'inflation, si on ne veut pas s'endetter alors que le mur est plus élevé, bah, il faut, comme dans un ménage, comme dans une entreprise et comme dans les mairies, et comme vous le faites, bah, c'est regarder de quelle manière on peut baisser la dépense publique. Alors pour ça, bah, il y a plusieurs sujets. Un, essayer d'avoir une croissance plus forte que par le passé. Elle le sera mécaniquement, vous l'imaginez, puisque avec la chute de la croissance, comment dirais-je, évidemment, quand on va repartir, on va avoir du plus 5, plus 6, plus 7, mais ce sera quand même partant d'un niveau beaucoup plus bas qu'auparavant. Donc, il y a vraiment besoin, en tous les cas, de ne pas se tromper sur les secteurs sur lesquels on souhaite à la fois de la création, de la production de richesse, je dis toujours, de valeur ajoutée et également qu'il y ait de l'emploi derrière. C'est quand même ce qui est le plus important. Regardez, quand dans l'Aveyron est annoncé lié à la crise du secteur automobile, 750, quand sont annoncées 750 suppressions d'emplois chez Bosch sur 1200 qui sont employés, c'est un nouveau tsunami. Et dans des territoires comme l'Aveyron, c'est très inquiétant puisque c'est le premier employeur privé du département. Évidemment, il faut maîtriser les dépenses publiques. Alors ça, je pense que comment dirais-je, on n'y échappera pas. Faut-il aller jusqu'à instaurer la fameuse règle d'or qu'on avait déjà évoquée dans les années 2010, au début des années 2010? Moi, je pense qu'en tous les cas, il faut absolument se discipliner. Alors, la discipline, ça ne veut pas dire qu'on se serre la ceinture et que c'est du sang et des larmes. On peut être rigoureux, ce n'est pas punir les gens. Voilà, je pense que chacun peut comprendre qu'il faut orienter prioritairement nos choix d'investissement sur tout ce qui va produire de la valeur ajoutée partout, que ce soit de la valeur ajoutée et de la plus-value de services publics, mais également de marchands pour notre économie. Ça veut dire aussi qu'il y aura besoin de réformes de structure, et ça veut dire deux choses, mais je l'ai déjà évoqué, que si on exclut, ce qui est le cas du gouvernement pour l'instant, toute hausse de la fiscalité, il faut éviter, comment dirais-je, de relancer l'inflation. Donc, il faut faire preuve de clairvoyance dans les choix qui seront devant nous. Alors, le dernier, voilà, on voit en fait, si vous voulez, là, alors c'est peut-être le seul tableau chiffré qui est un peu technique, mais on voit bien entre les dépenses entre 2019 et 2020, nos PLF, on voit bien les effets des déficits de fonctionnement qui font évidemment gonfler nos déficits. Il suffit de voir l'impact que ça a dans les dépenses et également sur les recettes. Je te coupe une seconde, Jean-François, sur ce slide. Oui. J'ai voulu mettre, même si l'idée, ce n'est pas de rentrer dans le détail des chiffres, mais tout à l'heure, vous avez vu le terme on fait rouler la dette. Et je ne sais pas si c'est un élément qui est compris et connu de chacun. En tout cas, moi, modestement, j'avoue que j'ai découvert un peu ce que ça voulait dire. Et ce que ça veut dire, c'est que l'État, en fait, ne rembourse jamais le capital de sa dette. C'est ce que ce tableau montre.
Et donc, c'est ça l'inquiétude de 2023 par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Vous voyez ici, il y a 125 millions de déficit de fonctionnement qui sont à financer un investissement. Hein, ici, le déficit de fonctionnement par l'emprunt, donc ce qui est déjà contestable, ça a été dit tout à l'heure, l'État s'endette pour fonctionner et non pas pour investir. Mais en plus, l'État qui, la même année, doit rembourser 128 millions de stock de dette, de capital de dette, ne les rembourse pas, mais les réemprunte. Donc, il emprunte à la fois le capital qu'il avait remboursé et ce qu'il a besoin d'emprunter pour fonctionner sur l'exercice en cours, d'où les 280 milliards d'euros qu'on retrouve ici. Donc, peu importe les chiffres, même s'ils ils donnent un peu le tournis, si je puis dire, mais imaginez dans une commune, si vous n'aviez pas à rembourser le capital de vos emprunts, mais que chaque fois vous n'avez que des emprunts in fine, et quand vous arrivez à l'échéance, vous réempruntez le montant du capital que vous auriez à rembourser. On pousse ce stock devant nous. Alors ça, ce n'est pas nouveau. Hein. Ça fait des décennies que la France fait rouler sa dette. Simplement, si les taux remontent et quand on va avoir des montants aussi considérables à partir de 2023 à rembourser, c'est là qu'il y a un vrai facteur de fragilité. Voilà. C'est pour ça que j'avais mis ce tableau. C'était surtout pour illustrer cette idée de la dette qui roule, qui ne me semble pas quelque chose qui est forcément tout à fait connu et qui est un facteur cumulatif de risque. Tu as parfaitement raison. Je ne l'ai même pas évoqué tout à l'heure, Stéphane, tu as parfaitement raison, parce que, comme tu le dis, c'est des choses qui ne sont pas pratiquées dans les collectivités locales. D'ailleurs, globalement, on en parle très peu. Là, on en parle parce que on voit bien qu'avec l'effet cumulatif d'un stock qui gonfle, et le jour où les taux remontent, c'est la catastrophe. Hein, on va se dire les choses. Alors, notre dette publique est insoutenable. Pardon ? Je dis dernier slide pour rassurer nos invités. Oui. Oui, je vois. En plus, on a fait 35 minutes, donc je pense que… Alors, la question de la soutenabilité de la dette. Bon, d'abord, j'ai employé plusieurs fois, notamment tout à l'heure dans le domaine alimentaire, agricole, mais on pourrait le dire dans d'autres domaines, hein, la question de la souveraineté. Alors, c'est un mot qui fait florès aujourd'hui parce que c'est un peu comme le patriotisme économique, écologique ou autre. Je pense qu'en tous les cas, ça veut dire une chose. Ça veut dire que dans un monde internationalisé dans ces échanges, et ça ne changera pas, il ne faut pas mentir, ça veut dire qu'il faut retrouver, il faut reprendre, il faut essayer en tous les cas je dirais, de se réinterroger sur la manière dont certaines productions ont été délocalisées. Pour quelles raisons? Est-ce qu'on avait bien tout fait? Est-ce que ça ne nous expose pas à des fragilités? On le voit, évidemment que ça nous expose en cas de crise sanitaire, ce que personne n'avait vraiment anticipé. Deuxièmement, cette dette, l'État l'a toujours honorée, hein, depuis, on le précise depuis 2 siècles. J'ai rappelé la nécessité d'engager des réformes structurelles permettant d'améliorer, je dirais, l'équilibre de nos comptes et donc de privilégier l'investissement. Et vous allez dire, ça, ce n'est pas très nouveau. On vous a expliqué. Alors, allonger la maturité de la dette, ça, c'est d'essayer que ce soit plus que 8 ans et demi, mais c'est aussi, le risque, c'est aussi de l'avoir un peu moins forte chaque année, mais pendant plus longtemps. Donc, au bout d'un moment, je pense qu'il faut se dire qu'il vaut mieux privilégier des efforts qui permettent de soulager le pays. On le redit, j'ai dit attention aux tensions inflationnistes, on le rappelle. Rappelez également que de toute façon, il y a un sujet, mais je l'ai évoqué également, c'est le fait qu'avec l'Europe, et que l'Europe, qui est finalement notre destin commun, doit aujourd'hui être plus forte, je dis bien être plus forte dans son fonctionnement et plus efficace pour finalement que ça profite davantage à l'ensemble des pays membres et notamment aux fondateurs. Donc la voix de la France doit demain peser plus. Alors il va falloir de toute façon
mais ça a commencé, puisque là, je l'ai dit, les choses se sont détendues par rapport aux critères de pas de déficit public européen supérieur à 3% du PIB, pas de dette publique supérieure à 60%. Les Allemands ne sont pas très éloignés. Vous voyez que la France, on est à 2 fois. Donc, évidemment, il va falloir redéfinir. Mais il va falloir redéfinir avec aussi un objectif de retrouver de la force et de la compétitivité. Et donc, ça va poser aussi la question de l'épargne, puisque vous l'avez entendu, l'année dernière, les Français, enfin la France, il y a eu un surplus d'épargne de l'ordre de 100 milliards d'euros, c'est pas rien. Alors, cette épargne, elle tourne dans le circuit économique, mais je pense, moi, en tous les cas, qu'on est un certain nombre à penser qu'il faut que l'épargne, elle soit aussi orientée dans les objectifs, notamment de relance. Alors, on commence à avoir quelques éléments qui vont bientôt arriver, on va voir ce que ça donne, mais ça aurait un avantage en plus, c'est que ça permet ce que j'appelle moi l'économie privée, l'épargne, ça permettrait de venir accompagner les efforts que l'État a fait donc, au travers de ses politiques publiques. Enfin, et je l'ai dit, la situation globale des collectivités s'est finalement beaucoup moins dégradée qu'on ne le craignait en 2020. On était, je l'ai mis tout à l'heure, autour d'objectifs qui étaient où on craignait plutôt une dégradation importante. Finalement, c'est beaucoup moins que prévu. Alors, c'est vrai qu'on a demandé en plus, ça c'est 2020, on a demandé dans le budget pour 2021 finalement des stabilisateurs pour les collectivités. Il n'était pas prévu. Le travail qu'on a conduit au Sénat nous a permis d'obtenir des garanties de l'État. Il y en avait qui avaient été données, par exemple, sur les transports uniquement pour l'Île-de-France. On a obtenu presque la même chose pour l'ensemble du territoire national. Et puis, sur les compensations également liées à la baisse des impôts de production, on a fait en sorte que les collectivités ne soient pas trop impactées. Voilà ce que, dans cette grosse demi-heure, nous souhaitions, avec Stéphane, partager avec vous. C'est, je l'espère, digeste. J'espère que ce n'est pas trop éloigné des réalités, mais je devine que dans vos questions, qui peuvent être sur ces grands enjeux ou avec une vision, comment dirais-je, plus territoriale de votre département, on va avoir l'occasion de creuser et d'échanger. En tous les cas, merci je le redis, de votre présence et de votre attention. Parce que le samedi matin, vous et moi, on a parfois d'autres envies. Donc, je pense que notamment dans ces temps confinés, donc c'est vraiment très, très agréable de pouvoir dialoguer maintenant. Merci beaucoup, Jean-François, pour cette présentation qui j'en doute pas, va susciter des questions. Donc, ce que je vous propose, hein, c'est de vous signaler en levant la main et de prendre la parole à tour de rôle, de façon peut-être dans un premier temps sur les sujets en connexion directe avec l'exposé, la présentation de Jean-François, et puis peut-être dans un deuxième temps sur des sujets un peu plus larges ou plus spécifiques aux collectivités, mais je vous laisse le libre choix et je donne tout de suite la parole à Bruno qui a levé la main. Bruno. Oui, merci. Merci pour cette présentation, surtout sur un sujet où on est parfois un peu éloigné, parce que comme ça a été dit, les collectivités locales, bien souvent, ne sont pas concernées par ces déficits, ou de manière très minime, on l'a vu, représente que 8% de l'endettement, j'allais dire, national, ce qui fait voir que les collectivités locales sont plutôt bons gestionnaires. Je pense que c'est important de l'évoquer aussi parce que ça va être un des sujets dans des futures campagnes électorales, notamment présidentielles, sur cette dette. Faut-il l'annuler? Faut-il l'isoler? Faut-il la rembourser? Certainement. Je pense que ça va être un sujet important, surtout qui va conduire effectivement les politiques suivantes. Moi, j'ai une question, c'est au niveau de l'État, qu'est-ce qui fait cette fuite en avant sur un déficit de fonctionnement? Parce que vu des territoires, effectivement, on a l'impression qu'on a moins d'État. On a de moins en moins d'État et vu les chiffres, effectivement, on a des dépenses
de fonctionnement de plus en plus importantes et qui génèrent cet endettement. Peut-être y a-t-il une autre question et Jean-François répondra. Oui, Christian Montagne, président de l'AMF. Ouvre bien ton micro, Christian. Oui, c'est mieux si j'ouvre le micro. C'est mieux, oui, parce qu'on a du mal à lire sur les lèvres encore. On n'est pas D'abord, merci pour cette idée, même si effectivement le samedi, en plus, il fait très beau soleil dans le Cantal, donc on aurait pu faire autre chose, mais c'est aussi intéressant de passer du temps à ça. Oui, juste dans le prolongement de ce que vient de dire Bruno, moi j'ai une réaction qui me vient toujours quand, avec ce type de présentation. Certes, la dette des collectivités locales ne représente que 8% de la dette, de la masse de dette. Mais pour moi, cette dette, elle est d'une nature complètement différente de celle de l'État, puisque notre dette, ça a été dit par M. Husson, notre dette, elle est une dette d'investissement et nous la remboursons. Ce n'est pas du déficit. À mon sens, ça n'a absolument rien à voir avec cette dette qui est, comme le dit Bruno, est effectivement quelque chose qui nous paraît même complètement surréaliste par rapport à la gestion des collectivités locales, où nous sommes tenus par la règle de l'équilibre de nos sections. Donc, je suis toujours… je ne sais pas comment vous, messieurs les sénateurs, comment vous analysez cette inclusion de la dette des collectivités locales qui est de nature complètement différente à celle de l'État. Voilà ma réaction comme ça, quelque chose qui me choque toujours. Merci. Y a-t-il une autre question? Oui, Stéphane, oui. Oui, Bernard Berthelier, premier adjoint à la mairie d'Aurillac. Oui, merci Stéphane, merci monsieur le sénateur, et puis on est bien conscient de la chance qu'on a d'avoir avec nous le rapporteur général du budget. Moi, j'avais une remarque et une question. La remarque dans le prolongement de ce que viennent de dire Bruno et Christian, c'est on est très, très impressionné par les chiffres que vous indiquez, c'est-à-dire que l'État emprunte 280 milliards, dont 25 seulement consacrés à l'investissement. C'est vraiment très, très impressionnant. Ma question, elle est liée au fait, vous nous indiquez que 50% de la dette est détenue par la France, donc 50% par l'étranger, à la différence du Japon, ce que vous avez évoqué. Et ma question, vous avez évoqué aussi le fait de l'épargne importante des Français, semble-t-il une centaine de milliards de plus en 2020. Ma question, c'est pourquoi l'État finance toujours sa dette uniquement par un appel au marché et pas par un appel à l'épargne des Français, comme c'était le cas quand on était jeune, et maintenant, il y a un changement de fonctionnement complet, c'est uniquement un appel au marché. Et pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas de retrouver un pourcentage un peu plus élevé d'épargne détenue par la France et par les Français? Merci à vous. Merci. Peut-être, Jean-François, je te laisse commencer à répondre sur ce sujet, sauf s'il y a une autre question sur le même thème avant. Non? Ça viendra après. Allez, on y va, François. Oui, merci. Je pense que vos questions, on se les pose, on a un peu plus d'éléments de réponse puisqu'on vous en a donné quelques-uns quand on est parlementaire, mais c'est vrai que ça laisse songeur et même ça provoque, au-delà des questions, ça provoque toujours un sentiment d'incompréhension. Et il faut éviter que ce soit de la résignation. En fait, ce qu'on a évoqué là, notamment sur la dette, finalement, que l'État actuellement a toujours fait rouler, mais avec aujourd'hui des montants tellement importants entre le capital, les intérêts, le stock qui augmente d'année en année, évidemment, au bout d'un moment, vous le voyez d'ailleurs, regardez, c'était par rapport à l'Allemagne, regardez comment en quelques années, alors qu'on était en 2011 et encore en 2012
au coude à coude avec l'Allemagne, regardez l'écart qui est aujourd'hui, je crois, de plus de 30 points. C'est plus de 40 points. Donc, on voit bien que quand il va falloir repartir, je dirais, on va être lesté. Enfin, c'est comme si on part avec un sac à dos avec 40 kilos de plus et il faudra aller aussi vite. Dans la course, on va avoir des difficultés. Ça va évidemment nous handicaper. Je pense que la différence par rapport aux collectivités, c'est que dans je dirais les dépenses de fonctionnement, il y a tout. Ce n'est pas évidemment uniquement le personnel, parce que je suis comme vous, on voit dans nos territoires, mais pas que, il y a quand même, comment dirais-je, même dans les services de l'État en centrale, comme ils disent, aujourd'hui, vous avez moins de collaborateurs, un peu partout. Donc, en fait, l'État a perdu de la compétence en ressources humaines. Dans l'absolu, moi, je vais vous dire, ça ne me paraît pas choquant, puisque les collectivités territoriales se sont considérablement développées en termes de compétences. Donc, sinon, on dirait, finalement, ils en gardent autant. C'est comme aurait dit dans l'éducation nationale un ministre, de la mauvaise graisse. Donc, là-dessus, il faut faire attention. Mais le problème, c'est que ce n'est pas uniquement du personnel. Et là, en termes de compétitivité, ça va être difficile, c'est ce que disait d'ailleurs Christian Montin, sur une nature de dette qui est considérablement différente. Considérablement différente. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on doit, à mon avis, d'abord dresser le constat, mais ça on le connaît, mais se dire la vérité. Et là, il y a malheureusement ou heureusement comment dirais-je, des désaccords politiques sur les conditions pour sortir de ces difficultés. C'est évidemment si on privilégie les choix d'investissement dans des secteurs d'avenir, là où on est compétitif, parfois ça veut dire que dans certains secteurs, il y aura moins d'embauches. Donc, il faut pouvoir gérer aussi les difficultés de comptes sociaux qui se dégraderaient. Voilà, il faut arriver à résorber l'équilibre. On a envie de dire qu'il faudrait retrouver un peu une période de forte croissance, mais aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. On n'entend pas, en tous les cas, il n'y a pas pour l'instant dans les perspectives, on va avoir des croissances évidemment plus fortes, un taux de croissance plus fort pendant quelques années, mais on ne sait pas, on ne sent pas d'embellie, de grande embellie sur le marché de l'emploi. On espère que, évidemment, on résorbera un peu le chômage, mais on n'est pas sûr d'avoir des glorieuses, si on peut dire ça. Comme ça, en tous les cas, il n'y a pas de prévision chez les économistes de tous bords de ce type-là. Donc, et d'ailleurs, regardez, le débat aujourd'hui, il est aussi pour le RSA jeune, pour un revenu d'activité minimale. Donc, voilà, c'est des débats qu'on va avoir d'ailleurs dans le cadre de l'élection présidentielle. Voilà, comment on réduit l'endettement, est-ce que le travail et le non-travail, comment on va mettre en place certaines politiques plutôt que d'autres. Voilà, ça va venir devant nous. Alors, sur l'appel à l'épargne, moi, en donnant les chiffres, en tous les cas, je souscris au débat. Je n'ai pas la solution, mais je pense une chose. On voit bien que l'État ne peut pas tout et que, je dirais, l'économie réglementée, dirigée, je ne dis pas du tout l'économie illustrée, ce n'est pas le modèle. Et il faut, à mon avis, qu'on retrouve une économie mixte où le privé doit pouvoir venir accompagner les insuffisances de ce que l'État fait peut-être moins bien ou qu'il n'a pas aujourd'hui les moyens de faire. Et effectivement, alors on pourrait mobiliser de l'épargne. L'inconvénient ou la difficulté, c'est que quand vous êtes dans des périodes de taux bas, évidemment, si on mobilise de l'épargne, il faut que ce soit un peu intéressant. Et si vous regardez, on est en train de travailler, pour tout vous dire, je mène actuellement une réflexion pendant encore 2-3 mois sur la difficulté de la protection des épargnants et de la mobilisation de l'épargne. Parce qu'il faut faire attention. Aujourd'hui, ce qui est quand même également un paradoxe, je vais vous en dire un mot, mais vous le voyez, aujourd'hui, les Français privilégient l'épargne liquide. Et donc, notamment, il y a des sommes considérables aujourd'hui qui dorment sur les comptes courants des Français sans aucune rémunération.
Il privilégie également le livret qui est à 0,5 ou 0,7. Je ne veux pas dire de bêtises, j'ai un tout petit doute, mais c'est 0,5, je crois. Et quand vous regardez, on a eu une décollecte pendant les derniers mois de l'année dernière sur l'assurance vie, ce qui ne s'était jamais vu. Ça veut dire que comme on a, je dirais, un manque de confiance, comme on est dans une période d'incertitude où on n'a pas vraiment de vision, comme dans une période inédite de crise sanitaire, tout le monde s'interroge. Alors, il y a des secteurs d'activité qui aujourd'hui sont à l'arrêt complet, donc les Français ne dépensent pas leur argent. C'est un vrai sujet. Et moi, je n'ai pas, je le redis, je n'ai pas dit d'arrêter, mais j'aurais tendance aussi, comme vous le dites, à dire, mais est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à avoir, au travers d'un emprunt, une mobilisation de l'épargne des Français sur, alors évidemment, ça rémunère un peu, mais ça peut aussi être un formidable coup d'accélérateur, parce que je terminerai par là, j'en rajoute, c'est un peu long, mais j'ai vu la semaine dernière, j'ai passé toute ma semaine à rencontrer des nouveaux maires. C'est à peu près 1h15, j'en ai vu un peu plus d'une trentaine. Je suis surpris de ce que je ressens par rapport au mois de juillet quand j'avais fait la même opération. Aujourd'hui, les élus, ils ont envie de conduire leur projet, de mener une grande politique d'investissement parce qu'ils piaffent d'impatience. Je pense qu'on l'a vu, les comptes des collectivités sont plutôt sains et je crois là qu'il y a vraiment une carte à jouer entre ce que les collectivités vont pouvoir conduire comme investissement public. Et moi, je crois qu'il faudra un grand plan d'investissement public. Je l'ai dit à Castex il y a peu de temps au comité de suivi justement du plan de relance. Je vais écouter, il y a 2-3 sujets, mais notamment dans l'investissement public, des grandes infrastructures. Prenez les ponts, prenez, on va se le dire entre nous, les routes. Enfin, le réseau routier national est dans un état moyen. Le réseau routier départemental, les départements font ce qu'ils peuvent, mais c'est parfois compliqué. Et le réseau communal est dans un état déplorable. Et pour les élus et les habitants des territoires ruraux, moi je le dis, c'est inacceptable. On ne me fera pas croire que les gens n'auront pas le sentiment qu'ils sont quelque part oubliés parce que l'État n'accompagne plus et que les départements ne peuvent plus accompagner comme avant les territoires. Et ça, en termes d'image et de confiance en l'avenir, il faut se dire que c'est un mauvais point et donc il faut essayer d'y remédier. Merci Jean-François. Sans prolonger trop, je voulais juste amener deux éléments complémentaires ou pistes de réflexion sans trop allonger. En réponse à la question en particulier de Bruno, du président du conseil départemental, donc je crois qu'il y a un vrai rendez-vous. Alors, on sait déjà qu'il ne sera peut-être pas à la hauteur des ambitions avec la loi 4D pour essayer de redonner de la respiration, de la différenciation et faire que peut-être la production du service public sur nos territoires puisse être plus équitable, mieux répartie et en tout cas sur nos territoires ruraux, qu'on cesse ce glissement qu'on connaît depuis maintenant trop d'années et on le voit encore parfois sur certains de ces services. Je ne reviens pas sur l'actualité, mais chacun peut le mesurer. Et pour moi, c'est un élément très important, le rapprochement de la décision du terrain et de la proximité, parce que ça renvoie à un débat quand même très important de l'acceptation à l'impôt. Et j'ai oublié tout à l'heure, et j'en ai honte dans ma présentation de Jean-François, de dire qu'il avait été la vigie et celui qui avait alerté le gouvernement avant la crise des Gilets jaunes sur la fiscalité écologique. C'est Jean-François qui, dans le débat parlementaire au Sénat, avait identifié que la taxe carbone, si elle était souhaitable dans la durée, mais son intensité et son calendrier n'étaient pas dans l'acceptabilité fiscale de nos concitoyens. Malheureusement, il n'a pas été entendu et on a vu la crise que ça a généré. Et donc, moi, je crois que plus largement, ce débat sur le consentement à l'impôt, si nos concitoyens et si nous-mêmes, les élus locaux et vous les maires en particulier, ne voyez pas la réalité du service produit sur le terrain en réponse à l'effort consenti par les uns et par les autres, il va y avoir des difficultés et qui peuvent même interroger sur notre modèle démocratique. Donc voilà, ça me semble être un point qui sort des finances publiques, mais qui est important. Et le deuxième, par rapport à l'épargne, mais à la mobilisation de l'épargne, moi, pour avoir participé à quelques travaux et je rejoins parfaitement ce que Jean-François identifie sur la manière dont on pourrait mobiliser cette épargne,
Et là aussi, moi, je pense que la visibilité de l'investissement, donc la territorialisation, la régionalisation peut-être de fonds d'épargne qui pourraient, soit sur des projets publics, soit sur des projets privés, c'est peut-être pas exactement le même mécanisme, permettre d'être mobilisés, me semble très souhaitable. Et si on veut qu'il soit orienté en particulier sur les projets privés, il faut que l'État sécurise, c'est-à-dire que le français, aujourd'hui on le voit, accepte un taux de rémunération relativement bas, donc il n'y a pas de volonté de prise de risque au regard de toutes les inconnues et toutes les inquiétudes qu'il peut y avoir sur la crise sanitaire et ses conséquences. Et donc, si on veut qu'une partie de cette épargne soit orientée vers l'économie locale, il faut que l'État la garantisse. Sur le modèle des PGE, il faut qu'on ait un système où l'État, la puissance publique, garantit la prise de risque en fait de l'épargnant si on veut que cette épargne s'oriente vers ce secteur-là. Sur le secteur public et par rapport au projet d'investissement, au grand plan d'investissement sur nos territoires que cela pourrait soutenir, on n'a sans doute pas le même enjeu en termes de rémunération et de risque, mais sur le volet privé, je pense qu'il y a aussi cette question-là qu'il faut appréhender. D'autres questions peut-être sur ces sujets ou plus larges? Oui, monsieur Chabasseur. Oui, mais moi, ça fait un petit moment que je lève le doigt. Ah, pardon, je ne vous avais pas vu, monsieur Boudou. Alors, monsieur Chabasseur, puis monsieur Boudou. D'accord. Mettez votre micro, monsieur Chabasseur. Xavier Chabasseur à Mononpise. Oui, à propos de l'orientation de l'épargne des Français vers le fonctionnement de l'État, c'est très joli, mais si la moitié de la sphère politique parle de l'annulation de la dette et que parallèlement on essaye d'orienter l'épargne des Français vers un grand emprunt, ça ne donne pas tellement envie de souscrire. Par contre, si c'est pour financer des projets locaux dans le cadre de la territorialité, pourquoi pas? Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, au moins les communes elles remboursent. Voilà. Merci. Monsieur Boudou? Alors moi, je vais juste poser une question, puisque on voit que les collectivités ont accumulé la trésorerie conséquente au niveau des communes, au niveau des départements, des collectivités, l'ensemble des collectivités. Et à une époque, quand l'État a eu un gros problème, puisqu'il voulait récupérer un peu d'argent, ils ont diminué les dotations. Vous vous en souvenez quand même, en 2008. Donc, est-ce que vous n'avez pas l'intention de faire la même chose, messieurs les sénateurs? Parce que ça serait un peu dommage de dire à des gens qui gèrent bien de donner un peu d'argent pour ceux qui gèrent mal. Voilà. Et puis l'autre question qui m'inquiète, c'est la TGAP. Je ne sais pas si on n'en a pas parlé, là, mais la taxe pour les ordures ménagères, ça va faire drôle puisque ça augmente nettement et ça va beaucoup coûter aux collectivités. Voilà, c'est tout. Merci. Avant de répondre, est-ce qu'il y a une autre question sur un sujet en lien direct avec l'intervention ou plus large de monsieur Rollin à la mairie de Mauriac? Est-ce que vous m'entendez, Stéphane? Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. Juste deux remarques. La première remarque, c'est que certains pays, alors là au niveau national, ont constitué des fonds souverains qui leur permettaient d'être une arme de développement industriel. Ça s'est vu dans certains pays comme la Norvège, dans d'autres pays. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, une piste qui pourrait peut-être présenter un certain intérêt à l'échelon national. À l'échelon local, effectivement, envoyer l'épargne sous un certain contrôle des collectivités territoriales qui ont quand même une bonne image de bonne gestion, ce serait certainement intéressant pour le développement local. Mais je voudrais faire remarquer quelque chose, c'est qu'en matière d'investissement, si on veut que l'argent des particuliers se tourne vers des projets d'investissement, il faudrait que l'État ait une parole et que l'argent soit drainé avec une sécurité juridique. Très souvent, les investisseurs bénéficient de dispositifs plus ou moins évolués, plus ou moins intéressants. Et puis, en cours de route, l'État change certains dispositifs.
quand vous faites un placement, quand vous faites un investissement, si au bout de 5 ans, on vous a effondré votre marge bénéficiaire, bien évidemment, c'est plus intéressant pour les gens. Les gens sont échaudés une fois, sont échaudés 2 fois, et après, ils n'ont plus confiance. C'est le phénomène actuel avec les assurances-vie. Les assurances-vie n'étant que des créances sur des établissements bancaires qui sont dans des difficultés financières considérables, les gens retirent leur argent des assurances-vie. Donc, ces questions-là sont intéressantes. C'est la parole de l'État. Est-ce qu'on peut penser que l'État va diriger l'argent des privés, mais va tenir sa parole avec les changements de gouvernement, les changements de majorité? Les Français n'ont visiblement pas confiance à ce niveau-là. Une dernière chose, juste une dernière remarque. Effectivement, il y a quand même des investissements. L'État français est quand même un consommateur de crédit absolument considérable. Mais nous, au petit niveau local, ce qu'on voit quand même, et là je pense que je parlerai au nom de tout le monde, c'est des déménagements de postes d'enseignants de zones rurales vers des zones urbaines, des déménagements de lits d'EHPAD de zones rurales vers des zones urbaines, et à l'heure actuelle, la réforme des trésoreries. Le terme réforme est assez joli. Donc, on est en train de déménager des pans entiers du territoire rural pour les amener, dans notre cas, c'est plutôt vers Lyon, mais c'est quand même extrêmement préoccupant. Donc voilà, ce sont un certain nombre de questions, un certain nombre de pistes que j'ouvre, et je veux bien qu'on me réponde et qu'on me donne un petit peu votre sentiment d'élu. Voilà. Merci Cyril. Y a-t-il une autre question avant que Jean-François puisse proposer des pistes de réponse, et j'essaierai aussi de m'y livrer de mon côté? Non? Jean-François? Oui, alors je vais essayer d'apporter, ce sera pour certains, peut-être certains penseront que ce n'est pas objectif, je vais vous donner moi mes éléments de réponse. La question de l'orientation de l'épargne, entre guillemets, en région, enfin. Alors, c'est un sujet, et pour ne rien vous cacher, il y a une PPL, une proposition de loi qui est déposée par une sénatrice de l'Aube, qui va être examinée très prochainement. Et dans les auditions auxquelles je procède actuellement, alors j'ai vu quelques économistes, et puis ça se poursuit, mais alors ils ne sont pas très favorables. En fait, je vais vous dire, je pense que la solution, elle est plutôt entre… il faut être, à mon avis, vigilant et avoir globalement ce qui a été dit à la fin. L'État doit avoir un rôle de garant et de parole tenue. Je m'explique. Le risque d'avoir de l'épargne gérée ou fléchée régionalement, ça pourrait être que ça profite évidemment là où il y a des territoires riches. Parce que, on dit toujours, l'argent appelle l'argent, et donc ceux qui sont plus avantagés, qui ont évidemment un tissu économique, industriel beaucoup plus puissant que d'autres, ils vont quasiment de fait, c'est le sens malheureusement de l'histoire et de ce qu'on observe jusqu'à maintenant, en profiter. Ça veut dire qu'il faut là, mais c'est comme les dotations de l'État, il faut de la régulation et il faut un accord au niveau national. Et pour moi, l'accord, il passe évidemment par le Parlement, mais il passe aussi par une discussion en amont avec les grandes associations d'élus, départements, régions, intercommunalités, communes. Ça paraît une évidence pour se mettre d'accord sur une règle. Mais je vais revenir à la fin sur le respect de la règle. Il y a des éléments que je partage avec vous, Monsieur Rollin, c'est ça, mais pas forcément tous. Sur la deuxième question sur la baisse des dotations. Alors oui, mais je n'avais pas identifié que c'était dans les années 2008 que ça avait été le plus violent. Pour moi, là où ça a été le plus violent, ça a quand même été dans le quinquennat précédent, puisque là, on avait ce qu'on appelait le rabot, c'était le terme officiel d'ailleurs du gouvernement, où les collectivités ont subi des baisses de dotation assez sévères. Alors, elles n'ont pas vraiment ou peu remonté, mais elles sont stabilisées à un niveau, en tous les cas, où les collectivités ont dû gérer moins et ont fait leurs arbitrages. Et c'est pour ça que là où je souscris
à l'ensemble des propos, c'est que de toute façon, les collectivités, elles sont soumises d'abord à ces règles qu'elles doivent avoir des budgets en équilibre. Elles ne peuvent pas, voilà, elles n'ont pas de dette qui roule. Et puis, peut-être aussi et surtout, il y a deux différences par rapport à l'État. C'est que l'État, même dans le département, le préfet, il fait ce qu'il veut, il change tous les 2, 3, 4 ans. Nous, il y a d'abord le révélateur, c'est les élections. Si les gens ne sont pas contents, ils vous dégagent. Et deuxième élément, c'est que quand vous avez, je dirais, quand on est sur le terrain, évidemment, on vient nous tirer par la manche, on essaie de nous faire les poches quand on est en responsabilité. Et donc, on est en tous les cas beaucoup plus soumis à la pression du corps électoral, ce qui est pour moi sain et bon dans une démocratie. Et pour être honnête, c'est bien aussi d'avoir parfois l'État qui paraît dur, mais s'il est juste, ça n'est pas grave parce qu'on ne peut pas tout promettre en permanence. Et donc, le fait de dire dans un équilibre, oui, nous, on est soumis à la pression et de l'autre, on a une vision de l'État, on essaie d'avoir une règle de travailler à l'équité. Moi, je pense que ça se défend. Vous avez parlé de la TGAP. Je pense que, alors vous êtes peut-être dans un département qui procède beaucoup à l'enfouissement. Et effectivement, comme les taxes sur l'enfouissement augmentent sensiblement, ça fait longtemps que c'était dans l'air, mais ça veut dire que quand vous n'avez pas de solution alternative, vous êtes effectivement dans ce cas-là davantage pénalisé que les collectivités qui peuvent faire de l'incinération avec de la production de chaleur par de l'énergie propre, notamment. C'est sûr que c'est un des avantages, mais je pense qu'à ce moment-là, il faudrait peut-être qu'on travaille sur, quand on n'a pas le choix, il ne faudrait pas que vous soyez trop pénalisé. Ça veut dire qu'il faut sûrement qu'il y ait un critère dans les dotations de DGF ou autres qui puisse venir corriger cette chose-là, parce que vous n'y pouvez rien. Personne, le fait de ne pas avoir une installation pour quelques cent, je ne sais plus, le Cantal, c'est un peu plus de 100 000 habitants, je crois. 150 000 habitants. Ah oui, donc on voit bien qu'économiquement, ça ne tient pas. Donc, il ne faut pas se retrouver pénalisé. Donc, j'ai dit, alors, sur la parole de l'État, j'y reviens, M. Rollin. J'ai répondu déjà à une première partie sur l'épargne locale. Que l'État ait une parole, je vais vous prendre un exemple où je suis d'accord avec vous. C'est par exemple sur le photovoltaïque. Sur le photovoltaïque, quand ça a été lancé à un moment où personne n'y croyait beaucoup, dans les années entre 2005 et 2010, il y a eu des contrats signés avec des conditions qui aujourd'hui apparaissent exorbitantes, enfin beaucoup trop favorables. Alors l'État, donc nous on a, je vais tout vous dire, on a toute sensibilité confondue contesté ce choix, qui a pourtant été validé par le Conseil constitutionnel pour un peu moins de 1000 contrats, alors qu'il y en a quelques dizaines de milliers, qui étaient visiblement trop favorables et que le Conseil d'État a considéré qu'ils répondaient à une sous-catégorie, vous voyez, pour dire non, il n'y a pas de traitement inégal, enfin, etc. C'est vrai que dans ce cas-là, c'est embêtant. Néanmoins, enfin, c'est embêtant, ce n'est pas acceptable. Néanmoins, si on regarde sur comment dirais-je, un peu la philosophie, c'est vrai que si vous avez des conditions qui sont très, très avantageuses, dites-vous bien qu'en plus, souvent, ce sont des grands groupes derrière qui ont racheté d'une manière ou d'une autre. Et finalement, moi, je pense que ça doit plutôt profiter à ce que j'appellerais l'épargne populaire et donc aux habitants des territoires, plutôt qu'à quelques grands groupes qui viennent, je dirais, faire des profits de manière indue. Et c'est moi qui vous le dis. Alors, vous voyez que c'est un peu dans l'entre-deux, mais j'essaie dans notre dialogue-là d'être le plus objectif possible. Sur ce que j'appelle, moi, il y a la loi 4D. Alors, quand je suis un peu en colère, je dis c'est une loi qui, attention à ce qu'elle ne soit pas 5D, c'est-à-dire le D de démembrement. Je m'explique. Vous venez d'évoquer EHPAD, école, trésorerie. Je vais vous dire une chose. Sur les écoles, il s'avère, contrairement aux idées reçues, qu'en général, et à l'échelle nationale, moi je le vois dans mon département également,
il y a plus de postes qui sont supprimés d'enseignants dans les milieux urbains que dans les milieux ruraux. Il faut se le dire. Alors, dans un département à dominante rurale, peut-être que ce n'est pas exact, mais il n'est pas impossible que ce soit même dans le Cantal encore le cas. Sur les trésoreries, alors là, il y a un vrai débat, parce que les espaces France Service, moi, je me bats comme un lion là-dessus, mais c'est difficile parce que Darmanin fait des choix. Il y a une petite contrepartie en ce moment, c'est qu'il y a des directions de finances publiques, enfin des effectifs de finances publiques qui sont déployés dans quelques départements. Donc, pour la première fois, il y a une espèce de compensation. Sur les EHPAD, alors là, je ne peux pas vous dire parce que moi, on en a… En fait, souvent, les EHPAD, il doit y avoir, comment dirais-je, un travail étroit entre l'État, les territoires, mais notamment le département, sur les choix d'implantation, sachant en plus qu'à mon avis, on arrive à une phase un peu nouvelle où il va y avoir un équilibre entre le vieillissement à domicile ou dans des structures intermédiaires avant l'EHPAD. Et là, il peut y avoir, à mon avis, un certain nombre de solutions innovantes dans les territoires ruraux. Moi, je commence à le voir, en tous les cas en Meurthe-et-Moselle, mais on n'est pas forcément les mieux placés pour ça. Et quand je dis le démembrement, c'est par opposition à l'époque, aujourd'hui on appelle ça l'aménagement foncier, mais du remembrement. Il y a 40 ans, c'était fait dans les territoires ruraux, c'était vraiment la grande politique. Et effectivement, moi, ma crainte aujourd'hui, c'est que l'État, puisque qui a profité aujourd'hui le plus de cette vague de réorganisation territoriale, finalement, quand on le regarde, c'est l'État et les hauts fonctionnaires. Puisque aujourd'hui, qui a la main sur l'essentiel des dotations au bénéfice des collectivités, c'est l'État national et c'est l'État en département ou en région, DETR, etc. Moi, pour la DETR, je vous donne mon sentiment, alors, il n'est pas partagé vers tout le monde, j'estime notamment qu'il devrait y avoir un mécanisme de co-animation pour être non pas en co-décision, mais au moins en co-animation avec, entre le préfet en département et, je dirais, un sénateur ou une sénatrice, ou enfin, en tous les cas, les sénateurs, puisqu'ils ont le même périmètre d'élection que le périmètre d'administration de l'État. Parce que si vous allez regarder un peu plus loin, et certainement que, alors c'est au bénéfice de certains au détriment d'autres, mais l'argent que l'État met par la DETR et la DSIL, il est assez inégalement réparti. Voilà. Et ça, je trouve que dans une époque où on dit que la France est une république décentralisée, ben moi, je ne l'accepte toujours pas. Voilà. Donc, c'est pour vous donner un élément de réponse. Voilà, j'ai peut-être été un peu long, mais j'essaye de vous dire en toute sincérité ce que j'en pense. On sent bien la sincérité et l'engagement, Jean-François. Il y a deux autres demandes de prise de parole. Je veux juste rebondir sur 2 points par rapport aux questions auxquelles tu as répondu. La TGAP, c'est bien identifié. Il y a plusieurs communautés de communes ou communautés d'agglos dans notre département. La question des déchets et du coût des déchets est un vrai sujet. Donc, il y a sans doute un travail de fond d'un côté et ensuite des mesures à prendre quand il n'y a pas d'alternative pour baisser ces surcoûts qui vont être exorbitants d'ici 2026. Donc, c'est bien un sujet qui est identifié et on aura probablement lors du prochain PLF à en reparler. Sur la question de la décentralisation et donc du pouvoir donné au territoire, vous l'avez bien compris, je suis un ardent défenseur de la décentralisation et donc la remarque de monsieur Doudou sur les inquiétudes qu'il pourrait y avoir de voir les collectivités complètement mises sous l'étau ou sous le joug par l'État, il est évident que le Sénat, assemblée des territoires et des collectivités, ne sera jamais complice d'une telle volonté si elle existait. Mais je vous rassure aussi, je n'ai pas compris non plus que cette volonté était présente aujourd'hui au niveau de l'État. Donc, je pense qu'il ne faut pas là non plus avoir une peur qui ne serait pas raisonnable ou présente. Enfin, sur la question des services publics en général, alors même si il y a certains rééquilibrages qui peuvent exister, moi, il m'apparaît qu'aujourd'hui, dans notre département, on regarde des efforts en attractivité qui sont faits par toutes les collectivités, départements, interco, communes. On ne peut plus accepter aujourd'hui de glissement
Et donc, pour cela, on a besoin en fait d'un contrat de confiance et d'un vrai engagement dans la durée, parce que cette croyance dans la parole de l'État, avec un grand E, hein, c'est intemporel, c'est pas seulement l'État d'aujourd'hui, elle n'est pas au rendez-vous. Et donc, si on veut renouer ce contrat de confiance, on a besoin effectivement de contractualiser avec des interlocuteurs qui soient responsables et qui ne soient pas trop distants ou trop éloignés de nos réalités. Et de ce point de vue-là, un collectif d'élus, je ne sais pas de quelle manière, doit avoir un rôle premier autour du conseil départemental et plus largement d'une représentation du territoire. C'est notamment un sujet sur la question de l'urbanisme sur lequel on va faire des propositions au niveau du Sénat dans le cadre du groupe Ruralité. Je passe la parole à Denis Sabot et à François Dalmans, et s'il y a encore une ou deux questions, on les prendra. On est juste arrivé à 11h30 à l'heure où on vous libère. Certains ont déjà dû nous quitter pour des contraintes et je le comprends complètement. Donc, on se donne maximum 10 minutes donc pour conclure et libérer chacun. Donc, Denis, François, je vous donne la parole et ensuite on conclura, sauf s'il y a une dernière question. Merci Stéphane, merci monsieur le sénateur, merci monsieur le rapporteur général du budget. J'aimerais dans un premier temps avoir une vision un petit peu plus globale sur ce plan de relance. J'ai bien compris que c'était un investissement immédiat et stratégique dans une volonté de politique de souveraineté nationale, politique de souveraineté mais aussi d'influence nationale et internationale, avec une souveraineté alimentaire, une souveraineté numérique, une souveraineté sanitaire, mais aussi dans un contexte de guerre économique, de transition énergétique, de nation influente et résiliente, dans un contexte aussi diplomatique où le soft power sur cette souveraineté nationale est importante. Et dans ces conditions, ces enjeux liés à ce plan de relance dépassent les limites géographiques du territoire. J'imagine qu'a priori de cette volonté d'investir pour la France, à travers ce plan de relance, une cartographie des enjeux des acteurs a été faite en amont pour essayer de capitaliser sur ces investissements. Capitaliser, c'est-à-dire investir pour 10, 20 ou 30 ans dans ces secteurs dits stratégiques. Et à l'opposé, dans nos territoires, nous souhaitons quand même bénéficier de cette manne financière. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'a pas été consulté en amont, il n'y a pas eu de concertation pour essayer de se positionner, parce que le délai est un peu court pour nos petites communes, mais aussi je pense pour nos territoires. Et cela au sens large du terme, c'est-à-dire qu'il faut peut-être dépasser ces limites géographiques imposées par la loi NOTRe pour réfléchir en termes de bassin d'emploi ou de territoire d'industrie. Pour en revenir au plan de relance, je pense que la soudaineté et la durée courte de l'investissement ne nous permet pas en tout cas à nos entreprises dans un premier temps et à nos collectivités territoriales de se positionner suffisamment avec un positionnement suffisamment fort. Et je pense qu'il faut, à mon avis, peut-être dans un second temps, on le verra après, repartir du terrain, des besoins des entreprises et des collectivités, s'appuyer sur les initiatives de chacun et sur les innovations des entreprises pour relever les défis de demain. Mais cela, malheureusement, prend du temps. Alors, ce plan de relance, et là, c'est le sens de mes questions, ce plan de relance va-t-il bénéficier uniquement aux initiés dans un premier temps? Est-ce qu'on peut imaginer dans un second temps une concertation un petit peu plus large pour un plan plus structurant pour nos territoires et nos petites collectivités? Je vous remercie pour vos réponses. Merci Denis. François? Oui, bonjour, monsieur le sénateur et mes chers collègues. Moi, je reviendrai sur la démétropolisation, c'est-à-dire la relocalisation des agents des finances publiques dans les territoires ruraux. On a tous été interrogés par Gérald Darmanin en son temps, puis par Olivier Dussopt qui a pris la suite au ministère des Comptes publics, pour savoir si nos communes pouvaient accueillir, à condition qu'elles aient un certain nombre de services, des agents des finances publiques. Aurillac a été choisi, ce qui me paraît évidemment tout à fait logique. J'avais postulé pour Puy-Capelle sans trop d'espoir.
Mais ceci dit, c'est une question sur laquelle j'aimerais revenir et que vous nous disiez, monsieur le sénateur du Cantal, Stéphane, ce qui a pu être dit avec le ministre hier à Aurillac, un peu plus que ce que la presse en a rapporté. Merci. Voilà. Je vais déjà laisser peut-être… Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on ne réponde? Pas de regret? Alors, je donne la parole à Jean-François et puis je reprendrai ensuite sur les sujets plus locaux. Super, merci Stéphane. Oui, pour M. Sabot, je pense que vous avez, enfin, je partage, hein, vous avez raison, mais vous l'avez dit et je dirais reconnu implicitement, crise sanitaire, état d'urgence, besoin d'être très réactif, quelles que soient les équipes en place, l'impulsion, elle vient de l'État, donc c'est assez descendant. Avec, mais je l'ai évoqué comme vous, le fait que il y a des, comme on dit aujourd'hui, des trous dans la raquette, des insuffisances, et puis forcément les territoires qui ont plus de moyens, plus d'ingénierie de projets, ils sont servis les premiers parce qu'ils en ont 20 ou 30 des projets, quand dans un territoire de plus petite taille, à dominante rurale, on essaie d'en avoir un ou deux, on se bouge le derrière pour monter le truc en 1 mois et demi, 2 mois parce qu'il y a urgence, et puis paf, c'est trop tard, on a loupé un truc, etc. Et ça, moi, ça fait longtemps que je peste. Je l'ai encore fait hier soir avec l'ADEME en région et on va les voir. Enfin, ils partagent aussi parce que je l'ai dit à Castex. Je dis de toute façon, si vous n'avez pas une territorialisation organisée et partagée, c'est-à-dire à ce moment-là, il faut mettre tout sur la table, y compris après la première phase, au moins pour regarder et se dire, mais écoutez, il y a quand même 65% du territoire qui est à peu près bien couvert, mais il y a 35%, il faut regarder parce qu'il y a un vrai problème. Déjà, le fait, si on fait ça et qu'on cherche, entre guillemets, à faire mieux et à compenser, déjà, on redonne aux territoires qui sont touchés, je dirais, un espoir nouveau et une confiance dans la parole, notamment de l'État. Je crois que c'est incontournable. Et je dirais, bon, je ne veux pas aller plus loin, il y a juste un sujet qui a été évoqué, qui est un peu mon dada, c'est tout ce qui tourne autour des enjeux environnementaux et écologiques. Moi, je pense que dans le Cantal comme ailleurs, il faut prendre ces sujets à bras-le-corps et notamment sur tout ce qui touche aux travaux sur l'habitat. Je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on parle de crise du logement, notamment du logement neuf, mais je le dis toujours très tranquillement, le logement neuf, c'est 1% du marché français. Eh bien, si on travaille sur tout ce qui est rénovation dans les cœurs de bourgs-centres, de villes, où souvent il y a de la précarité et où on fait, alors peut-être jusqu'à aller de la déconstruction, reconstruction, mais si on retravaille sur les enveloppes des bâtiments, sur la qualité de vie à l'intérieur pour travailler sur les enjeux air, climat, énergie, santé, je vais vous dire, vous changez complètement la dynamique et les habitants des territoires ruraux, ils le méritent tout autant que ceux des territoires urbains. Et c'est là où il faut que l'État, à mon avis, c'est une politique sur laquelle l'État devrait mettre l'accent au bénéfice des territoires ruraux parce qu'il y a un peu plus souvent de surface moyenne et parce que c'est comme ça aussi qu'on s'implique complètement dans la dette qui est importante, qui est la dette climatique. Et la dette climatique, alors certains, je vous le dis tranquillement aussi, hein, dans ma sensibilité politique, voient ça encore un peu de loin. Ils n'ont qu'à regarder, 3 Français sur 4 continuent de dire c'est un sujet aujourd'hui préoccupant dans lequel on doit tous s'engager. Faisons-le à Paris comme à Nancy, dans le Cantal comme dans les Pyrénées-Orientales. Voilà. Je vous remercie en tous les cas de votre présence. Ça fait plaisir et surtout c'est enrichissant parce que ça permet d'avoir un écho d'un autre département et on va essayer de poursuivre ce petit tour de France en distanciel avant de pouvoir le faire en présentiel. Merci Jean-François. Encore deux minutes et je vois que Michel Constant a un regret, maire de Fontanges, donc je lui donne la parole. Dernière question et après on conclut. Merci. Moi, j'avais une demande sur la taxation des entreprises comme Amazon qui font un déséquilibre par rapport à nos entreprises. Voilà, c'est tout. Alors là, je suis obligé de repasser la parole à Jean-François parce que on est dans un sujet d'actualité sur lequel les propositions du Sénat et de notre groupe et du rapporteur général n'ont pas toujours été suivies, hélas. Mais je lui laisse la parole.
Voilà, merci, pardon Stéphane. Je vais vous faire une réponse très rapide. Je crois en l'économie, en l'entreprise, je suis un libéral et je pense qu'il faut de la liberté. Mais j'avais fait, vous allez voir, une proposition qui peut surprendre, mais qui avait été fortement soutenue, en tous les cas dans la majorité sénatoriale, qui était de proposer que dans notamment un certain nombre d'acteurs qui ont fait des profits tout à fait exceptionnels liés aux contraintes de la crise sanitaire. Hein, on est bien d'accord, c'est bien en lien avec ça, qui est une taxation exceptionnelle en 2019 et en 2020. Et donc, il y a quelques grands groupes. On avait mis plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires. Malheureusement, le gouvernement, alors ça a été voté au Sénat. C'était même aller plus loin puisque certains avaient doublé la taxe que je souhaitais mettre en place, qui aurait dû faire rentrer un peu plus d'1 milliard. Enfin bon, peu importe. Et ça a été rejeté par le gouvernement. Et évidemment, alors je vais être honnête jusqu'au bout, la taxation était prévue exceptionnelle et temporaire. Hein. Je l'ai dit, c'était 2020-2021 parce qu'on espère que la crise ne va pas durer et que même si le commerce, l'idée, ce n'était pas non plus de taxer le commerce à distance, notamment pour aujourd'hui tous ceux qui se lancent dedans, voyant qu'il y a un potentiel. Voilà. Et c'était pour ceux qui ont fait des profits exceptionnels et dont, alors, mais ça c'est à titre personnel, voilà, le modèle existe, il faut l'entendre, ce n'est pas forcément celui qui a ma préférence, donc j'essaie de rester aussi dans ma fonction d'élu. Merci. Jean-François. Un mot en réponse à François Denmans par rapport à sa question. Alors, je proposerai volontiers à Bruno Faure de la compléter parce qu'il a assisté à une rencontre à laquelle je n'étais pas hier avec le ministre du SOP et le maire d'Aurillac, donc il a peut-être quelques informations complémentaires. Moi, sur la relocalisation d'emplois publics, on ne peut que s'en féliciter. Et moi, modestement, je m'étais insurgé contre le fait que le Cantal n'était pas dans la première vague de relocalisation qui avait été publiée au mois de septembre, comme vous le savez. Et dès mon arrivée au Sénat, j'avais pu rencontrer le ministre pour pousser, comme d'autres, la candidature d'Aurillac et du Cantal. Et donc, on ne peut que se réjouir de la réponse qui a été apportée il y a quelques semaines, maintenant, quelques jours, confirmée hier, sur cette relocalisation d'emplois. Pour autant, ce n'est pas ça qui doit justifier des fermetures ou des limitations de services dans des communes plus rurales. Au contraire, parce que je pense que si on veut aller plus loin, c'est comment on renforce ce qu'on appelle les activités de back-office pour avoir un front-office. En clair, comment des fonctionnaires peuvent être présents à Puy-Capelle, à Mauriac ou dans une autre commune du Cantal, à la fois pour apporter un service à la population locale et en même temps pour traiter des besoins, des liasses fiscales, d'autres natures de services à distance. Donc, je pense que ce n'est pas du tout antinomique et que ça doit même être de nature à renforcer la présence des services publics sur le territoire. Donc, je crois qu'il faut qu'on aille encore un petit peu plus loin sur cette volonté-là. Et moi, ce que je peux vous donner comme témoignage, c'est l'échange que j'ai pu avoir hier avec Olivier Dussopt, qui était que dans l'appel à candidature auprès des fonctionnaires du ministère des Finances pour venir sur ces nouveaux services relocalisés sur le territoire, il y a plus de demandes que d'offres. Donc ça, c'est aussi très rassurant. Il y a quelques années, c'était considéré comme la punition de venir ou d'avoir une mutation dans certains territoires. Aujourd'hui, et je suis moi très confiant sur cet avenir de nos territoires ruraux, c'est au contraire des demandes en termes de cadre de vie qui font l'objet en fait de sollicitations plus importantes que les postes offerts. Et donc, je pense qu'il faut qu'on profite de cette première opportunité pour aller plus loin. Après, sur les choix qui ont été opérés pour le Cantal, où je crois que même sur Aurillac, encore la localisation n'est pas définitivement arrêtée, puisqu'en fait, on est sur une implantation qui doit être qu'en 2023. Je me tourne vers Bruno s'il peut apporter un complément, puisque je sais qu'il a eu un échange plus spécifique hier avec le ministre sur le sujet. Oui. Alors déjà, on peut se satisfaire effectivement de la décision de délocaliser un service sur le Cantal. C'est ce qui a été dit par l'ensemble des intervenants. Il y avait le président Montin également qui était avec nous. Et donc, ce qu'on a fait savoir au ministre, c'était que c'était déjà une victoire d'avoir
un service qui arrive dans le Cantal. Et quant à sa localisation, c'est vrai qu'on a vu sur la presse que celle-ci pouvait être à la DGFiP. 3 autres candidatures avaient été faites sur Aurillac, sachant qu'il y en avait une dizaine sur le département. Une dizaine de candidatures avaient été faites. Donc 3 sur Aurillac, une portée par la mairie d'Aurillac, c'était anciennement les locaux de Pôle emploi, une autre par la CABA, c'était le village entreprise, et une 3e par le conseil départemental pour l'ancienne gendarmerie, donc située à côté du tribunal. Donc, ce qui a été validé, c'était de prendre le temps d'analyser, et puis en assurant effectivement le ministre que ça ne créerait aucune difficulté de ma part, l'essentiel étant d'avoir bien évidemment les agents à Aurillac et dans le Cantal, et puis on a fait savoir que nous étions prêts, nous étions candidats éventuellement par de nouvelles délocalisations, puisque ce dernier a fait part de la volonté effectivement du gouvernement de continuer, on va dire, ce mouvement. Donc, on va dire, dans les mois qui viennent, on va à l'occasion d'une réunion ou deux avec Pierre Matonnier, donc définir la localisation qui semblerait la plus opportune. Merci Bruno, et moi je me propose que peut-être dans le cadre de l'AMF, on puisse travailler à des propositions élargies sur d'autres territoires par rapport à cette volonté de relocalisation pour faire une offre commune, partagée, en tout cas organisée de ce que le Cantal peut offrir comme opportunité d'accueil. Je réponds juste avant de conclure à une question qui a été posée dans le chat, dans le dialogue sur les crédits Petites Villes de demain. Donc effectivement, les dispositifs Petites Villes de demain, comme les CRTE, ne sont pas directement calqués à des dispositifs financiers. En clair, notamment les CRTE seront financés à l'avenir sur les crédits DSIL. Donc, c'est important d'avoir des dossiers aujourd'hui positionnés, ancrés, parce qu'ils feront partie de la programmation prioritaire DSIL en 2022, en 2023, en 2024. Par contre, à cette heure, il n'y a pas d'enveloppe spécifique pour financer ces projets. De même, sur les programmes Petites Villes de demain, on est sur la mise en œuvre d'un projet, d'un programme qui trouvera demain des financements prioritaires dans les dispositifs existants, dans les dispositifs financiers existants, mais il n'y a pas de fonds dédiés par l'État pour financer ces politiques contractuelles. Donc là, c'est un point de vigilance que l'on devra avoir, parce qu'il ne s'agit pas d'ajouter de nouveaux dispositifs sans crédit supplémentaire. Donc, nous aurons un point de vigilance particulier sur cette question-là. Mais aujourd'hui, et c'est le message que j'ai déjà fait passer à plusieurs d'entre vous quand on a l'occasion de se rencontrer, ce qui est important, c'est que les dossiers, les projets des communes soient bien identifiés, notamment dans les CRTE, même s'ils s'inscrivent dans la durée, de façon à préempter les crédits futurs. Voilà. Mais pour l'instant, sur les enveloppes, il n'y a pas d'enveloppe dédiée sur ces crédits-là. Je termine cette matinée en vous remerciant tous. Je vois que j'ai des nouveaux messages, mais je ne sais pas si je vais pouvoir y répondre. Sinon, on fera des réponses plus spécifiques ensuite aux uns et aux autres. Donc, je vous remercie déjà beaucoup de votre présence et de votre participation aux uns et aux autres, y compris à ceux qui se sont organisés en collectif à Montsalvi, à Nocelles, à Ytrac et ailleurs. J'en vois quelques-uns, donc merci à vous tous. Et puis peut-être il y en a que je n'ai pas à l'écran. Je vous proposerai, moi, bien volontiers de reconduire ce type de rendez-vous avec une thématique et un invité qui nous apporte un éclairage à la fois pragmatique et en même temps d'ouverture, peut-être au mois de mai. La date reste à arrêter. Je vous remercie aussi de me faire part à l'issue de cet échange de suggestions ou d'observations, si vous en avez, pour voir si aussi ces rencontres répondent à des besoins ou à des attentes. Mais moi, j'en ai
la conviction et déjà plusieurs témoignages semblent le montrer. Merci beaucoup à Jean-François pour sa disponibilité, ses réponses et surtout son côté très pragmatique. Je crois que c'est ce qui est intéressant aussi pour bien avoir cet accrochage entre les enjeux et les discours nationaux et le travail de terrain. C'est en tout cas notre préoccupation et je crois que Jean-François l'a parfaitement illustré et son rôle de rapporteur général du budget lui permet de participer à de nombreuses instances et à avoir des contacts au plus haut niveau de l'État qui sont toujours porteuses de sens et qui peuvent permettre d'infléchir des décisions pour qu'elles aient du bon sens, parce que souvent c'est ça notre inquiétude. Moi je retiendrai trois thématiques qu'il faudra vraiment que l'on travaille. Le logement, ça a été abordé par plusieurs d'entre vous. Et on voit bien qu'il y a sans doute une vraie ambition encore à renforcer autour du logement pour notre territoire. Ça peut être un vrai facteur d'attractivité, à condition de desserrer certaines contraintes et d'être facilitateur à un certain nombre d'égards. L'eau, bien sûr, qui a peut être abordé aujourd'hui, mais vous savez qu'il y a un enjeu important pour nos territoires autour de l'eau. Et puis les déchets, ça a été abordé à travers la TGAP, mais plus largement, la gestion des déchets dans des territoires effectivement faiblement peuplés au regard de l'aspect coût du service et contraintes environnementales, c'est d'ailleurs vrai aussi sur l'eau, sont des sujets qui méritent une approche particulière sur nos territoires et qui peut-être peuvent trouver une place dans les prochains CPER pour avoir une approche globale à l'échelle de notre territoire. Merci à tous, merci en particulier à Jean-François. Je te laisse, Jean-François, le mot de la fin pour un salut. On ne peut pas trinquer à la Mirabelle, ça sera la prochaine fois. Pardon, oui, tout à fait. Non, merci. Vous m'avez dit qu'il faisait très beau dans le Cantal. Oui, c'est ça. Tout le monde est impatient de sortir. Voilà, ben moi aussi, le ciel est bleu, il y a grand soleil. Et pour ne rien vous cacher, je vais aller faire mes cours chez le boucher avant d'aller dans le jardin cet après-midi. Bon week-end à tous, un grand merci et longue vie au Cantal. Merci, à bientôt Jean-François. Merci à tous, bonne journée et merci encore de votre participation. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.